Bonjour à tous. Bonjour On va Fabio. faire aujourd'hui, merci, faire un petit meet-up sur Angular en particulier sur les 5 dernières années du framework et ce qu'on peut qualifier de la renaissance d'Angular, The Angular Rebirth. J'ai fait en anglais pour que ça fasse joli. Pour ceux qui ne me connaissent pas, normalement vous me connaissez tous, mais bon. Fabio, je suis du master front-end chez Exteam et je suis aussi depuis un peu plus de 2 ans, bientôt 3, le CTO d'Exteam. Alors, déjà, très rapide, hein. La plupart d'entre vous, je pense que vous savez ce que c'est Angular. Mais Angular, c'est quoi? C'est un framework. Un framework, c'est une boîte à outils pour un langage en particulier. En l'occurrence, là, c'est pour le langage JavaScript. C'est édité par Google. Google est le principal contributeur d'Angular, en tout cas les équipes de Google. La première version, elle est de 2009. Alors, officiellement 2010, mais 2009, c'est là où ça a commencé sur la version 0 d'Angular. 2010, c'est la version 1. Et avant, on appelait ça AngularJS. Donc maintenant, quand on parle d'Angular, c'est à partir de la version 2. La version 2, elle est sortie en 2016. Donc on voit qu'il y a quand même un gros écart entre 2009 et 2016, entre la première et la version 2 du framework qui s'appelle Angular. C'est là, à partir de ce moment-là, où on a commencé vraiment à l'appeler Angular. Voilà pour le contexte. Pourquoi ce talk? Parce que voilà, beaucoup d'entre vous connaissez déjà Angular, etc. Mais il y a vraiment eu une évolution très importante sur les 5 dernières années, donc sur les 10 dernières versions du framework qui s'est fait. Et donc mon but sur ce talk-là, c'est de vous expliquer un peu pourquoi cette évolution et qu'est-ce que ça va changer sur Angular, quel impact ça a. C'est aussi de casser un peu les idées reçues voilà, sur les frameworks qui sont aujourd'hui un peu obsolètes, dû justement à ces changements qu'il y a eu. Et l'objectif, c'est vraiment de comprendre les évolutions et pourquoi on est allé vers ça sur ces 10 dernières versions, sur ces 5 dernières années. Pourquoi on est allé vers ce qu'il y a aujourd'hui sur Angular et pourquoi Angular ressemble à ce qu'il est aujourd'hui. Alors très rapidement, les versions d'Angular, donc depuis la version 1 d'AngularJS, donc 2010, hein, jusqu'à aujourd'hui, alors Angular 19, on a Angular 20 qui est sorti il y a quelques semaines, là, à l'heure à laquelle je suis en train de parler. Mais globalement, voilà, là ça permet de voir un peu le cycle de version. Donc Angular, pour ceux qui ne le savent pas, sont sur un cycle de version de 6 mois pour chaque version majeure du framework. Il y a des versions intermédiaires, voilà, des points 1, point 2, point 3, etc. qui sortent. Donc ça, sans forcément avoir de date de lancement précise, mais en tout cas, chaque version majeure sont tous les 6 mois. Donc c'est pour ça qu'on va avoir 2 versions par an majeures. Et donc c'est pour ça que voilà, de la 10 à la 20, on est sur 5. Et là, on va commencer tout de suite sur la version 10. Donc là, on se situe en 2020, on est aujourd'hui en 2025. Il y a 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, c'est l'arrivée de Eevee. Alors, c'est arrivé avec Angular 9, c'est pas arrivé avec Angular 10. Mais en fait, pourquoi j'en parle? C'est parce que Eevee, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée sur le framework, qui va en fait conditionner l'intégralité des 10 prochaines versions, des 5 années qu'on a vécues depuis Angular 1 jusqu'à Angular, enfin de 2020 jusqu'à 2025. Eevee c'est quoi? Eevee c'est le nouveau moteur de compilation d'Angular. C'est le nouveau moteur de compilation, mais c'est aussi en fait le nouveau moteur de rendu. C'est-à-dire qu'avant on était sur un vieux truc qui s'appelait ViewEngine, voilà, avant Eevee, et là on est passé à Eevee. Donc en fait ça va avoir tout un tas d'impacts, mais ça va ouvrir aussi tout un tas de nouvelles portes qu'il n'y avait pas avant Eevee. Donc en fait, c'est vraiment un mot qu'il faut que vous gardiez à l'esprit. Je vais en reparler à la toute fin de la présentation et vous expliquer tous les impacts que ça a eu. Mais c'est ce qui a conditionné vraiment en fait toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont apparues depuis Angular 10, depuis Eevee. Après ça, on a eu quoi? Donc là, c'est chaque slide que je vais vous présenter vont être sur une version en particulier. Donc là, vraiment, on est sur la version 10. En plus de Eevee, on a eu le strict mode opt-in qui est arrivé. À quoi ça correspond globalement? C'est quand vous faites un NGNew pour lancer tout simplement une nouvelle application Angular, vous avez le --strict qui vous permet de mettre le projet en strict. Exactement. Qu'est-ce que ça a comme impact le strict? Ça en impacte tout ce qu'on voit. Ça a des impacts sur TypeScript et sur Angular. Parce que Angular fonctionne en arrière-plan avec un langage, on va dire ça comme ça, langage qui est un peu du sucre syntaxique qui s'appelle TypeScript. Donc ça va avoir tout un tas d'impacts. Ça va avoir le fait que on a par exemple les types any implicites, donc qui n'ont pas été directement mis par le développeur, ils vont être interdits, donc ça va péter à la compilation. On va avoir le contrôle des nuls et des undefined, donc directement sur les templates, voilà, ça va être pris en compte.
On a tout un tas de choses. Voilà. On a aussi en Angular la vérification des paramètres injectés pour être sûr en fait, que ça correspond bien à ce qu'on attend. Tout ça, le fait d'activer le strict mode, et donc ça se fait maintenant en auto depuis Angular 10, et ben ça permet en fait de s'assurer que le code il va être consistant. Qu'à la fin, l'application qu'on va faire tourner, normalement, va plutôt bien fonctionner au runtime. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Avant, quand on n'avait pas le strict mode, c'était un peu un pari. Je ne savais pas. Peut-être que ça allait péter au runtime. Voilà, on ne savait pas trop ce qu'on faisait. Donc là, vraiment, ça a été une grosse arrivée. Alors c'est pas, le strict mode est arrivé avant Angular 10, hein, mais c'est vraiment à partir d'Angular 10 où il commence à le forcer un peu. Après, il y a les CommonJS Warnings, et donc ça c'est quelque chose qui est un peu afférent à Eevee. Donc je pense que vous avez tous vu, pour ceux qui font de l'Angular dans la salle, ce petit message, très souvent. Donc ce petit message, il apparaît quand? Il apparaît quand vous mettez une dépendance dans votre projet, quand vous importez une librairie tierce. Donc Angular, une librairie Angular bien sûr, mais tierce, je ne sais pas, à tout hasard, NGX Bootstrap par exemple. Vous la mettez, et là, le compilateur il vous met un warning, il vous met CommonJS or AMD dependencies can cause optimization bailouts. Et c'est quoi ça? En fait, c'est parce que le module que vous êtes en train d'utiliser, il n'est pas prévu pour Eevee. Il fonctionne encore sur l'ancien mode de compilation. Donc c'est pas tree-checkable, c'est pas bulletproof, et en fait lui il vous le dit. Il vous dit directement attention, il y a peut-être un problème qui va se passer. Peut-être que ton truc là, je vais pas pouvoir le tree-checker, je vais embarquer l'intégralité de la librairie dans le projet. Et en embarquant l'intégralité de la librairie, ça lui va embarquer l'intégralité de son poids. Et donc tu vas te retrouver avec ton bundle applicatif qui va être avec l'intégralité du poids de la librairie, alors que ça se trouve tu utilises vraiment un tout petit truc de la librairie. C'est dommage. Ça c'est parce que cette librairie n'a pas été compilée avec Eevee. Donc voilà, ça c'est vraiment un avertissement qui est apparu à partir de la version 10 du framework. Ceci étant dit, on va passer maintenant à la version 11. On est toujours en 2020, c'est la deuxième version de l'année. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu enfin le support de HMR. HMR, qu'est-ce que c'est? HMR c'est le Hot Module Replacement. Donc ça c'est super, c'est un nouveau truc mais vraiment incroyable qui permet de remplacer à chaud automatiquement des portions de code Angular. Voilà. On peut se dire ok, bon, on avait déjà le just in time sur Angular, ça fonctionnait déjà pas trop mal. Mais en fait ce que vous ne savez pas c'est que derrière ça recompilait quand même pas mal de choses. Ça prenait quand même un peu de temps. Maintenant qu'on a le HMR, on va avoir un truc génial, c'est que par exemple tu vas mettre à jour un morceau de code de template directement. En fait ta page elle ne va pas se recharger. Ton template qui va changer, donc tu vas voir par exemple, je sais pas, à tout hasard, tu as mis une couleur, tu as changé un peu de CSS. Tu vas avoir ton bouton qui va changer de couleur, mais tu vas avoir tout l'état qui va être conservé de ton application, parce qu'il n'aura pas été mis à jour. Ça c'est le HMR qui le permet. Donc là je donne un exemple ici avec un count, là par exemple, tu as fait un petit count ici, tu l'as affiché là, à l'intérieur, tu as mis à jour ton bouton, et automatiquement en faisant ça, et avec le HMR allumé bien sûr, et bah, tu vas avoir ton application qui va conserver la valeur du count. Si le count il était à 5 à ce moment-là, tu vas toujours avoir 5 sur ton application. Donc ça c'est super pour les développeurs, c'est vraiment une fonctionnalité qui n'est utile que pour les développeurs bien sûr, le HMR, parce que c'est vraiment pour rendre l'expérience de développement plus sympathique pour les développeurs, pour que ça soit plus rapide, etc. Petite anecdote, quand Angular a annoncé le support de HMR en 2020, toute la communauté s'est dit putain enfin. Sauf que React ça faisait depuis 2015 qu'ils avaient le HMR chez eux. Là on est en 2020, donc 5 ans. Donc c'est dommage pour les développeurs Angular, voilà. Mais on se dit, ok, peut-être que c'est en train de bouger. Donc on commence à avoir les prémices, là, on est en version 11. On commence à avoir les prémices, se dire putain, les gars sont en train de regarder ce qui se passe ailleurs et commencent à rapatrier un peu les bonnes idées sur le framework. Et on va voir que c'est vrai partout. Donc sur plein de choses qu'ils vont faire en Angular, ils vont aller se servir un peu chez les concurrents, voilà, pour ramener les bonnes idées. Donc le HMR, très bonne chose qui est arrivé sur Angular. 11. On a aussi donc TSLint qui est deprecated. Enfin, pourquoi TSLint? On avait ESLint qui faisait très bien le travail. C'est super. Vive ESLint, TSLint est mort. Donc n'utilisez plus TSLint, mais ESLint. On passe à la version 12, on est en 2021. Et là, Eevee devient obligatoire. C'est-à-dire qu'ils ont pris le temps. Introduction d'Angular 9, voilà. On a passé la 10, on a passé la 11, on est à la 12. C'est maintenant que Eevee devient obligatoire. Donc là, ils ont laissé le temps. C'est normal, c'est parce qu'ils étaient obligés de laisser aussi le temps aux créateurs de librairies de pouvoir changer leur librairie, de pouvoir la compiler avec Eevee et ainsi de suite pour que ça devienne compatible. C'est à partir de la 12 où ça devient obligatoire. On a l'introduction de Webpack 5.
Alors, ça ne change pas grand-chose pour les développeurs en soi, mais ça permet pour ceux qui avaient des trucs un peu, on va dire, out of the box, sur Angular, des petits scripts perso sur Webpack, etc., d'avoir des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées avec Webpack 5 qui sont assez sympas. Et une fonctionnalité qui est vraiment cool, qui est arrivée, alors c'est un petit truc, mais c'est ça, c'est le coalescing qui a été intégré dans le templating d'Angular. Parce que le coalescing, c'est pas une fonctionnalité Angular, c'est une fonctionnalité JavaScript qui a été introduite. Mais c'est arrivé sur le templating d'Angular directement, donc on a une syntaxe super cool. Avant, pour faire ça, au mieux, tu faisais une ternaire. Tu n'avais pas mieux qu'une ternaire pour faire ce truc-là. Maintenant, tu as directement ça, ça prend en compte en plus le nul et le undefined. Quand tu es en strict mode, il faut savoir que tu ne peux pas faire le point d'exclamation égal, juste égal, nul. Il va te dire non, non, là tu es en train de me faire ça, c'est trop générique, moi je veux que tu me fasses point d'interrogation égal, nul, puis plus loin, le commercial, machin, point d'interrogation égal, undefined, si tu veux tester les deux. Là avec le coalescing, c'est automatique. Ça fait le nul et undefined, donc c'est super. Petite chose qui est arrivée avec la version 12. Hop, petite anecdote supplémentaire, donc sur Eevee. Donc quand Eevee est devenu obligatoire, en fait ça a cassé la moitié de Stack Overflow pendant deux semaines. Ça n'a pas cassé le site Stack Overflow. C'est parce qu'en fait on s'est retrouvé avec des centaines, mais des centaines de topics ouverts sur Stack Overflow en se disant putain j'ai mon application, elle marche plus. Qu'est-ce qui se passe? En fait c'est parce que Eevee était devenu obligatoire. Et donc toutes les anciennes applications, bah, elles ont toutes pété. Ça c'est valable que si tu as mis à jour ton application. Exactement, c'est tous les gens qui ont passé leur application en 12 et là ça marche plus. Ah ouais. Tu es en Eevee, manque de peau, tu utilisais des trucs encore un peu anciens, etc. Ça marche plus. Compilation qui pète et en plus avec des erreurs un peu foireuses, hein, tu comprends pas vraiment ce qui se passe. Donc beaucoup de topics ouverts sur Stack Overflow, vraiment. Enfin, après ça montre que la communauté Angular elle est vraiment très influente. Hein. Beaucoup de monde. Parce que le nombre de topics qui se sont ouverts, c'est énorme. Allez, on passe à la version 13. On est toujours en 2021. Qu'est-ce qui s'est passé? View on-chain supprimé. Donc là, c'est encore pire. Hein. On avait Eevee obligatoire. Maintenant, en 13, on a View on-chain qui est supprimé. Donc je peux vous assurer que tous les derniers réticents là, qui utilisent encore ça, tout a cassé. Donc là, on est vraiment arrivé là-dessus. Ils ont laissé quand même beaucoup de versions Angular hein, pour que ça se fasse. Mais voilà. View on-chain supprimé. RxJS 7. Alors, dans les versions précédentes d'Angular, il y a eu des upgrades, hein, des sous-dépendances de Angular. Donc les sous-dépendances, c'est quoi? C'est RxJS, Zone.js, etc. Donc tu as des petites librairies comme ça qui s'upgrade. J'aime bien, là je voulais intégrer ici, parce que RxJS est quand même une composante très importante d'Angular et fortement intégrée dans le framework, en tout cas en version 13. On va en parler un peu plus tard après. Donc en fait, voilà, là on est vraiment passé sur une majeure, RxJS 7, donc c'est important. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme fonctionnalités qui sont apparues? Parce que là pour l'instant on se dit ok, on n'a pas de vraie fonctionnalité. Hein. On nous en a supprimé une, on nous a mis à jour une dépendance du projet. On a les dynamic components qui ont été simplifiés. Qu'est-ce que c'est les dynamic components? Je pense que certains d'entre vous se sont toujours dit, alors c'est cool de mettre un component, tu vois, tu crées ton component, tu l'importes avec son sélecteur à l'intérieur d'un template Angular d'un autre composant par exemple, ça fonctionne. Mais il y a des use cases, des fois on se dit, ça va pas. J'aimerais bien faire un truc un peu plus dynamique. Un truc où je peux mettre mon component à la volée, ou choisir lequel j'ai envie de faire. Avant c'était un peu painful pour le faire. Donc on avait cette méthode. Voilà. Donc on prenait la component factory, là, on prenait un view component ref, donc il fallait que tu mettes une référence dans ton code, d'un view container, de quelque chose, voilà, d'un view container, ça comme ça. Et puis après tu mettais ton truc, ta factory, là, que tu injectais, etc. C'est un peu moyen. À partir de ce moment-là, on a eu la fonctionnalité create component qui permet directement de dire je veux créer le composant 1. Voilà. Donc ça est arrivé avec cette version-là. Ça permet un peu de simplifier la création de composants dynamiques. Et on va voir, ça a continué à s'améliorer après, sur la version suivante. Parce que là, bon, là je vous montre cet exemple, il est simple, c'est fait exprès, mais vous doutez bien que sur un component, on a envie de faire plein de choses. On a envie de pouvoir injecter des inputs, on a envie d'écouter les outputs, on a envie de pouvoir mettre des directives dessus. Là, on n'a pas encore de solution tout à fait éclatée pour faire ça. Ça va s'améliorer par la suite. On passe en version 14. On est en 2022, et là, la 14, bam! Là, c'est un changement aussi important que ce qui s'est fait sur la 9. Mais c'est encore plus important. Parce que sur la 9, quand on a introduit Eevee, alors il y a plein de gens qui parlaient de Eevee.
Parce que ça faisait un moment qu'il y avait du teasing là-dessus. Mais en fait, il n'y avait pas grand monde qui comprenait réellement ce que c'était Eevee. Ok, c'est un nouveau moteur de compilation. Ok, c'est un nouveau truc de rendu. En fait, c'est quoi réellement Eevee? Là, c'est du concret. On arrive avec les standalone components. C'est encore en preview. C'est pour les devs. On ne conseille pas en prod. Mais c'est arrivé avec la version 14. Et ça change le game, les standalone components. Qu'est-ce que c'est les standalone components? Tout le monde sait qu'en Angular de base, on a des modules. Les modules vont permettre de déclarer des composants à l'intérieur, des services, voilà, vont pouvoir importer les dépendances propres à ces composants. Ça, c'était un peu, des fois, un peu useless. On avait envie d'avoir un composant un peu tout seul qui vit dans son coin, genre un composant tout bête, qu'on voulait réutiliser un peu partout dans l'application. Faire un module juste pour ce composant, c'était pas terrible. Parce qu'en plus, la notion de module était quand même super intéressante pour faire tout ce qui était lazy loading. Les standalone components, t'as plus besoin. On peut avoir des composants, ils sont tout seuls. Ils sont standalone. Ils vivent leur vie tout seuls. Plus besoin d'être importés sur les modules. Ils peuvent être importés directement de composant à composant sans passer par un module. Et on peut même avoir une application, alors pas en 14, mais par la suite, une application qui est totalement sans module. Voilà. Donc ça, c'est arrivé avec la 14. Une super fonctionnalité qui est arrivée avec la 14 aussi, c'est les formes typées. Alors, les formes typées, j'aurais dû même préciser les reactive formes typées. C'est ce qu'on va voir après dans l'exemple. Non, ça c'est pour les standalone, excusez-moi. Donc ça c'était un exemple de standalone. Hop. On va voir les formes. Je suis revenu en arrière, c'est moi qui fais des bêtises. Tac, le clavier. Tac, les standalone. Voilà. Et les formes typées. Les formes typées c'est quoi? Donc ça on a un exemple typique là de reactive forms qui s'initialise. Voilà, toute simple, toute bête. On utilise, bon là j'utilise le form builder pour que ça soit plus simple. Vous avez peut-être l'habitude de voir peut-être une autre notation en faisant direct un new form control ou un new form group ou quoi que ce soit, mais c'est la même chose globalement. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en fait on a un type générique directement qu'on peut utiliser. Et là par exemple je dis immédiatement que ID c'est un number ou c'est un new, ça prend. First name c'est un string que ça prend. Et ainsi de suite. Ça permet quoi? On peut se dire ok c'est sympa, mais à quoi ça sert réellement? Ça sert qu'à la fin, quand vous allez prendre votre formulaire et que vous allez faire un point, je sais pas, à tout hasard, un point value ou un point getRow value dessus, mais en fait, vous allez avoir le type de sortie. Et lui, il va vous dire directement ce que c'est. Donc si par exemple, vous avez, imaginons à tout hasard, un envoi de ce formulaire-là dans un appel HTTP par la suite, pour faire un post voilà, d'un utilisateur, là c'est un petit formulaire qui permet de créer un utilisateur, et automatiquement, ça va vous checker le type et ça va éviter que votre application elle soit cassée. Donc là, vous êtes certain que le gars, il a écrit un string. Vous êtes certain que le gars, il a mis un email. Alors je lui ai mis des petits validateurs en plus, mais vous êtes certain qu'il a rempli ça et que le type à la fin que vous allez envoyer au backend, c'est ça. Donc en fait, vous vous assurez que votre application, elle fonctionne. Elle ne va pas casser. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé dans cette version 14. On a l'amélioration de la CLI aussi. Alors c'est un petit truc, pour ceux qui utilisent beaucoup la CLI d'Angular, c'est quand même sympathique. On a l'autocomplétion qui est arrivée. Alors l'autocomplétion, on doit exécuter une première commande au préalable pour que ça fonctionne, surtout si on est sur Windows. Et après, on a automatiquement l'autocomplétion des commandes qui se fait. On a aussi la prise en charge de l'import automatique. Alors si on est dans des ng modules ou dans des standalone, ça fonctionne pareil. Donc quand on va créer un composant, automatiquement, il va faire son import, l'import automatique là où il est nécessaire en fait le truc. Donc ça se fait automatiquement avec la CLI à partir de la version 14. Avant ça faisait. Vous deviez faire vous-même, ça veut dire vous créez votre composant mais tout seul dans son coin. Donc si tu étais en ng module et manque de peau pour toi, le truc il marche pas. Il vous le dit direct Angular, il est importé nulle part ce truc là, ça sert à rien. Version 15, 2022 toujours, on a enfin les standalone qui sont stables, enfin. On est en version 14, on est passé en 15, donc ça fait une version pour être stabilisée. C'est bien, donc je ne vais pas revenir sur les standalone. C'est vraiment, on a accéléré là-dessus. On s'est dit, ok, c'est cool d'avoir des standalone. Maintenant, il faut qu'on prenne en charge la partie lazy loading. Parce qu'on veut maintenant pouvoir, bien évidemment, on ne veut plus lazy loader forcément en module, on veut lazy loader un composant directement. Ça s'est fait. On veut aussi se dire, c'est cool d'avoir des composants standalone, mais j'aimerais bien aussi avoir des directives standalone, des pipes standalone. Parce que sinon tu fais quoi avec ça? Tu es toujours obligé de faire un module pour les pipes ou pour les directives. Ça c'est fait aussi. Donc maintenant on a l'intégralité des briques
de base du framework qu'on utilise, qui sont standalone, qu'on peut importer les uns dans les autres. On a aussi un truc super qui est arrivé, mais qui n'était pas super utilisé, parce que les gens ne connaissent pas forcément ça, mais c'est la Directive Composition API. Qu'est-ce que c'est? La Directive Composition API, c'est ça. En fait, quand on utilise des directives, tout simplement Angular, donc là on a un exemple sur un input, là, voilà, j'ai mis deux directives, app track input et app autofocus, qui permettent de donner le focus par exemple automatiquement et de traquer en fait les changements d'input. On était obligé de faire ça. On est obligé de les appliquer et de les rajouter les unes après les autres à l'intérieur, sur le template en fait directement du composant. Bah, avec l'app directive, on peut faire quoi? On peut faire ça. C'est cette ligne-là qui est importante de regarder. Donc là, on est dans un composant standalone, hein, voilà, c'est sympa, et standalone true. Et là, on peut mettre des host directives. Les host directives, en fait, c'est l'équivalent de faire ça. Directement. Donc en fait, on prend la directive en question qu'on a envie d'utiliser, on la met en host directive, et automatiquement, elle s'applique sur le composant. Et après, on va avoir bien évidemment la possibilité, si la directive prend des paramètres, de pouvoir filer les paramètres, etc. Bien sûr. Mais on peut la mettre de cette façon. Donc ça, c'est quelque chose de super qui est arrivé en version 15, que je ne vois pas souvent utilisé, mais qui peut résoudre beaucoup de problèmes. Tu peux éviter ce genre de choses. Donc voilà, à utiliser. On a eu aussi la image directive. Donc la image directive, alors ça c'est une fonctionnalité peut-être un peu moins utilisée, parce que c'est pour ceux qui font vraiment des applications voilà, qui ont beaucoup d'images ou ce genre de choses, mais ça résout beaucoup de problèmes. Donc on est passé d'une balise image tout à fait standard, hein, ça c'est une balise image HTML tout à fait classique sans Angular, à ça. Et là ce qui est important de regarder, c'est cette partie, le NGSRC. NGSRC, c'est une directive. Donc c'est la directive Angular Image, et qui permet automatiquement de faire plein de choses. C'est-à-dire que là, Angular va nous résoudre plein de problèmes tout seul. Il va nous faire le lazy loading de l'image. Ça déjà c'est super. C'est-à-dire que voilà, on ne va pas se retrouver avec un truc tout cassé, etc. Il va s'assurer de faire le lazy loading tout seul, on ne va pas être obligé de le dire. Il va nous optimiser un truc que beaucoup de développeurs s'en fichent, et qui est super important, surtout quand on fait des sites en public, c'est les core web details. Et là notamment sur la partie LCP. Donc le LCP, c'est vraiment les contenus larges qui se chargent. Et bah, c'est de pouvoir les optimiser et automatiquement de faire en sorte en fait que, vu qu'ils sont lazy loadés, bah, en fait le moteur de recherche, il ne va pas voir en fait que cette partie-là est énorme et prend en fait du temps au chargement de la page. Donc en fait, ça va optimiser automatiquement le résultat de cette partie. Pas besoin de librairie tierce, parce qu'à l'époque on pouvait le faire aussi. Hein. Mais généralement il fallait passer par une librairie tierce pour le faire. Donc pas super. Là on a vraiment la fonctionnalité qui a été intégrée à l'intérieur de Angular directement dans le framework. Ça nous permet de gérer les tailles aussi facilement, parce que bon, là on gère ça en HTML, mais là on va pouvoir gérer plein de tailles différentes en fait. On va pouvoir gérer toute la partie resize de l'image. Donc ça c'est super. Et en plus de ça, on va pouvoir mettre un petit loader d'attente sur l'image directement, on va pouvoir mettre un fallback, on va pouvoir aussi, il y a quelques directives supplémentaires, genre par exemple comme priority ici, je crois qu'il y a fill aussi, qui vont permettre de modifier le comportement de l'image et comment en fait Angular va charger l'image. C'est une petite chose qui est arrivée, l'image directive, qui peut être pratique, qui résout aussi des besoins. Version 16. La version 16, c'est un gros morceau. Il y a vraiment un gros morceau qui est arrivé sur la version 16, tout comme sur la version 14 avec les standalone. On voit qu'on commence à se diriger vers quelque chose là, depuis la version 10 dont on a parlé tout à l'heure. Et là, on est arrivé aux signaux. Les signaux. Qu'est-ce que c'est les signaux? Je ne vais pas vous lire ce qui a marqué là-haut, mais globalement, c'est de la réactivité granulaire. Alors on peut se dire, la réactivité, ça me parle. J'ai parlé tout à l'heure de RxJS 7. Bah c'est ça. RxJS, c'est la librairie, c'est Reactive Extension for JavaScript. Et donc c'est la librairie qui permet de faire la réactivité sur Angular. Sauf qu'Angular s'est dit, RxJS, c'est quand même une librairie qui n'est pas développée par Angular. C'est un truc qui évolue à son propre rythme et qui n'est pas fait pour être intégré dans Angular à 100%. C'est-à-dire que RxJS, tu peux l'utiliser n'importe où, sur n'importe quel projet de JavaScript. Ils se sont dit, ça serait quand même intéressant d'avoir un truc qui serait 100% intégré dans notre framework et qui permettrait de faire de la réactivité vraiment très fine, voilà, granulaire. Et c'est pour ça qu'ils en sont arrivés à faire les signaux. On va dire, pour faire très simple, d'un observable
à la fois d'un subject, un behavior subject même pour être plus exact, et puis en fait d'un observable tout simple auquel tu peux souscrire si tu as envie. Dans le cas du signal, tu n'as pas besoin d'y souscrire. Et là on va voir ce que ça offre comme avantage. Ça en offre plein. Les signaux c'est propre à Angular ou Les signaux c'est propre à Angular, Ok, donc dans son appellation, mais je vais expliquer après, il y aura une petite tips dont on va parler, parce que c'est quelque chose qui n'a pas été inventé par Angular. Ah, ok. Les signaux. Donc les signaux, ça se crée de quelle façon? Donc là, on en voit un, là, on a une déclaration de signal. Donc en fait, ça se déclare comme une variable tout à fait traditionnelle. La seule différence, c'est que tu dois utiliser cette méthode, voilà, signal. Tu mets dedans ton initial value, tu peux le typer, si tu as envie, hein, bien sûr. Donc là, ici, tu peux mettre, il y a un type générique que prend la fonction signal, et tu vas avoir automatiquement un signal. Après, sur ça, tu vas pouvoir le mettre à jour en faisant un point update dessus ou un point set. Voilà, ça n'a pas le même comportement, mais ça fait à peu près la même chose. Et tu vas pouvoir appliquer des méthodes dessus pour pouvoir faire un traitement bien précis. Donc tu as le compute. Le compute, ça te permet de te faire une valeur dérivée de ton signal. Je me suis dit, putain, mais ça sert à quoi de faire ça? En fait, c'est super utile. Imaginons que tu as un objet user que tu vas récupérer. Et tu as envie d'avoir le username de ce user. Le username, c'est quoi? C'est la concaténation du first name et du last name du user, tout simplement. En général, avec un petit espace au milieu pour faire joli. Et bien ça, tu vas pouvoir directement déclarer un signal de type username. Dedans, tu vas mettre égal compute. Et dans le compute, tu vas prendre le signal user. Donc ce truc-là va se déclencher automatiquement quand le signal user aura été seté. Donc quand il y a une nouvelle valeur qui va être setée. Et tu vas pouvoir justement faire ta petite méthode avec ton user.firstname, plus loin machin. Éventuellement contrôler si le first name est vide et si le last name est vide pour pouvoir mettre quelque chose à la place, et ainsi de suite. Ça se fait tout seul. Tu as aussi la partie effect. La partie effect, alors, pour ceux qui connaissent un peu NGRX, il y a aussi la notion d'effect dans NGRX. C'est pas tout à fait la même chose, mais il y a quand même des similitudes. Ça permet de réagir automatiquement à un changement de signal. Donc quand vous avez un signal dans votre composant qui change, donc là à tout hasard le count là, qui est ici, donc il a été mis à jour, par exemple par la méthode incrément. Si tu as mis un effect dans ton constructeur, donc c'est une méthode directement effect, et bien automatiquement tu vas tomber à l'intérieur de cet effect quand il y a le signal qui aura été mis à jour. Donc ça permet vraiment de capturer tous les changements qui ont été faits sur tous les signaux à l'intérieur du composant. Ça ressemble au useEffect, rien. Ça ressemble un peu, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure, ils ont commencé à repiquer un peu les bonnes idées à droite à gauche. Donc voilà. Je vais juste après en parler, les signaux, ce que ça sert. Donc après, il y a aussi la possibilité de rendre un signal à read-only, voilà, pour l'immutabilité, ça peut être utile aussi dans certains cas. Globalement, c'est ce qui est arrivé sur cette version-là, sur la version 16. Après, ça va se perfectionner encore, il va encore y avoir des nouvelles choses. Les signaux. Alors, quand Angular a lancé le signal, Twitter, il y a eu une petite chose qui est sortie, c'est putain, mais c'est SolidJS plus Svelte dans Angular. Bah oui, parce qu'en fait, les signaux, c'est quelque chose qui a été inventé initialement dans Solid. C'est Solid en fait qui a lancé un peu cette mode de la réactivité vraiment granulaire, un peu de cette façon-là. La réponse de l'Angular, c'est oui, mais c'est encore mieux. C'est-à-dire que nous, on a repris l'idée, mais on a fait mieux. On a fait mieux encore. Et on va voir pourquoi ils disent ça par la suite. Parce que effectivement, les signaux, ça va être vraiment un game changer à l'intérieur d'Angular. Ça va vraiment bouleverser la façon dont on fait les applications et comment les applications se comportent. Parce que l'un des gros points noirs qu'on relevait en Angular, généralement, c'est quoi? Angular, c'est long. React, c'est plus rapide. Les signaux, c'est la solution d'Angular pour casser ce prévu. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme fonctionnalité? Alors on pourrait se dire, putain, pour la C, c'est déjà bien. L'arrivée des signaux, c'est déjà la grosse fonctionnalité. On a eu 2-3 petits trucs sympas supplémentaires qui sont arrivés. On a eu l'hydration pour le SSR. Donc ceux qui ne savent pas ce que c'est exactement le SSR, c'est le server-side rendering. Donc c'est le fait de rendre son application Angular côté serveur. Alors on peut se dire, putain, mais à quoi ça sert de rendre son application Angular côté serveur? Parce que c'est quand même un framework qui est fait pour JavaScript. Et en plus, c'est le but des frameworks JavaScript, c'est de ne pas faire du rendu côté serveur. Oui, mais on a un petit truc qui s'appelle Google et un petit truc qui s'appelle le SEO. Le SEO, à ne pas confondre avec SSO, c'est quoi? C'est le Search Engine Optimization. Donc c'est l'art de optimiser son site pour le faire référencer le mieux possible sur Google et faire en sorte qu'il apparaisse dans les premiers résultats. Ça, je n'ai jamais compris. C'est Google qui a fait Angular. Je pense que personne n'a compris. Parce que, effectivement, Angular est un framework qui est grandement développé par l'équipe de Google. Et pourtant, Angular ne se référence pas. Google n'est pas capable de lire du code
Angular. Il n'est pas capable de le faire. Pas que Angular. Pas que Angular. En l'occurrence, c'est tous les frameworks JavaScript. Donc Google ne lit pas JavaScript. Alors, attention à prendre avec des pincettes, c'est plus vrai aujourd'hui. Plus tout à fait. Voilà. C'est à prendre avec des pincettes, mais il n'était pas capable de le faire. Donc pour ça, il a fallu trouver une solution. Et quelle est la meilleure solution? C'est de rendre son application côté serveur uniquement pour Google. Alors il y a aussi des notions de performance, ça peut être utile pour rendre le code direct en fait, aux personnes qui vont consulter l'application dans le but que la page se charge plus rapidement. La première page, elle va se charger très rapidement. En arrière-plan, on va aller charger ce qui reste. Et comme ça, ça nous permet d'avoir un rendu assez rapide. Donc c'est super utile pour les web core vitals dont je parlais tout à l'heure. Ça permet d'améliorer aussi ce statut-là, ce résultat. Donc globalement, là, je vous ai mis un exemple. Hein, donc, je vois, d'ailleurs, il y a une petite fonctionnalité là qu'on voit qui est arrivée aussi. C'est les providers. Donc ça, c'est quand on démarre l'application. Donc on fait un bootstrap application. Donc là, j'ai bootstrapé un composant directement. Donc ça, c'est quand on n'est plus en mode module. Hein. On est en mode directement bootstrap application standalone. Et dedans, on va mettre le provide client hydration qui va automatiquement pouvoir déclencher l'hydration. L'hydration, c'est quoi? C'est le fait de générer la page HTML, de la renvoyer et de pouvoir après alimenter les objets qui sont à l'intérieur. De pouvoir en fait raccorder les wagons entre Angular, qui sera exécuté sur le poste client, et ce qui a été rendu côté serveur. Donc c'est ça, c'est l'hydratation en fait des objets. Bon. Et ça c'est la partie serveur en fait, c'est ce qu'on va mettre généralement, alors souvent sur un Node.js par exemple, côté backend, pour pouvoir dire en fait qu'on veut rendre l'application un telle URL, etc. Alors, globalement c'est ça. Alors, je crois que j'ai une petite anecdote là-dessus. Ouais. Avant Angular, ça faisait du SSR comme si on préparait la table d'un dîner. Donc en fait c'est ça, le but c'est de préparer la table. Mais en fait, au moment de servir, en fait ce que faisait Angular c'est qu'il jetait toute la nappe. Il se dit allez, on s'en fout, et on refait la table. Dommage. Tu as préparé ton truc et puis finalement tu rends tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le client il vient charger son application, quand l'application s'instancie, etc., et qu'il n'y avait pas l'hydration, hein, donc vous ne pouvez pas raccorder les wagons, il recharge tout. Donc en fait, la page de l'utilisateur se rechargeait. Il y avait du cache. Il y avait du cache, bien sûr, il y avait des méthodes pour le faire. Mais tu vois que c'est pas terrible, la façon de le faire. Là, maintenant, avec l'hydration, en fait, on change juste les couleurs. On met sur la table. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a réussi à faire ce raccord des wagons. On a juste besoin de nourrir, d'alimenter les objets qui vont bien, et puis c'est bon, ça continue à fonctionner. De la même façon, côté client. Voilà. Pour la partie SSR. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre sur cette version 16, qui est déjà bien fournie, là, bien solide? On a eu les required input. Mais enfin! Moi je me suis dit, quand ils ont sorti ce truc-là, je me suis dit, mais pourquoi c'était pas là dès le début? Parce qu'on est bien d'accord que vous avez toujours voulu vous assurer que dans votre composant, l'input que vous voulez passer à votre composant, qu'il soit bien alimenté dès le début. Que tu puisses appeler ta méthode ngOnInit, par exemple, et que dans ton ngOnInit, tu sois certain que ton input il soit bien alimenté. Et que tu ne sois pas obligé de faire ton ngOnChange, if machin change, point machin, et là, différents demi. Enfin, c'est sorti. Donc là, vous avez l'exemple. Donc là, en passant par la notation, vous mettez require true, et hop, là, Angular, il vous garantit que ce truc-là, il sera alimenté. Sinon, dans tous les cas, la compilation est bête. Donc s'il regarde dans l'application qu'à un moment, l'input, il peut ne pas être alimenté, il peut. Voilà, c'est ça. Il n'y a que ça comme validateur? Il n'y a pas d'autres validateurs qui ont été rajoutés? Alors, il y a d'autres choses qui ont été rajoutées. Max, min, Non, non, non. C'est vraiment que... Là, le but, c'est vraiment de se dire que c'est required. Par contre, il y a des choses qui ont été rajoutées au niveau des types. Donc par exemple, des fois, tu as le besoin, c'est que tu vas passer un string, mais en fait, à la fin, tu veux un number. Par exemple. Voilà. Et ils ont mis en place, en fait, des fonctions qui permettent de faire de la transformation sur les types. Donc ça, ils l'ont rajouté aussi sur les inputs directement pour pouvoir le faire nativement. Alors, on va passer sur la version 17. On est en 2023, et qu'est-ce qui est arrivé sur la version 17? Le truc majeur, c'est Vite. Vite, c'est quoi? Vite, en fait, c'est le petit module, petit serveur, ouais, qui va vous permettre, en fait, de regarder votre application quand vous faites votre ngServe, par exemple. Vous pouvez le voir maintenant, quand vous avez Vite activé depuis la version 17, vous voyez généralement marqué Vite. Et généralement, vous voyez même une petite couleur apparaître dans votre console. C'est Vite qui est enclenché. Vite, comme son nom l'indique, le but c'est de faire vite. Donc c'est de faire plus rapide que ce qu'on avait avant pour servir son application Angular
c'est super pratique. Voilà, c'est quelque chose qui est arrivé. C'est encore une fois dans l'objectif d'améliorer l'expérience de développement. Donc c'est vraiment au service des développeurs. Ça permet d'améliorer un peu les choses. Grosse fonctionnalité qui est arrivée aussi, qui est toujours dans la lignée des fonctionnalités qu'on voit depuis tout à l'heure. Le control flow. Alors c'est un nom un peu barbare, on se dit, putain, mais qu'est-ce que c'est ça le control flow? Le control flow, c'est ça. Avant, pour faire, donc là c'est du template HTML, HTML Angular, on avait ngIf, on avait ngFor par exemple, truc qu'on utilise tous massivement. Donc ça ce sont des directives structurées. C'est pour ça qu'on voit le petit astérisque avant. Donc le but, ça fait un truc un peu pervers, parce que normalement une directive Angular c'est pas censé faire ça. Mais c'est que ça va changer des blocs entiers de code. Voilà, une directive structuration. Ça s'appelle structuré, ça va agir sur la structure du HTML. Alors c'était bien, hein, vous pouvez déjà faire des trucs super avec ça. Voilà. Sauf que par exemple pour faire un ngIf en faisant un else, la structure, la façon de faire c'était un peu barbare. Tu déclarais ton ngTemplate à côté, tu lui mettais un nom, tu devais l'appeler ici, tu pouvais mettre ça un peu partout dans ta page, ça fonctionnait. Tu te dis, putain, il est où le code qui correspond au else? C'était un peu moyen. Ton ngFor, pareil, tu pouvais faire un truc comme ça. Ça, je peux pas avoir ça hein, dans vos codes. Ça, c'est pas bien. Pas optimisé. On n'a même pas de track. Donc Angular, lui, à chaque fois qu'il y a un changement sur la page qui se produit, il recherche tout. Le ngFor, il le réexécute, il vous remet tout. Bon, pas terrible. Et là, on a eu cette syntaxe qui est arrivée. Ça, c'est permis par Eevee. C'est Eevee, et l'arrivée de Eevee qui fait que cette syntaxe est permise. C'est pour ça que je vous disais Eevee, ça va nous suivre tout le long de la présentation, tout le long de ces versions, de ces dernières versions. C'est ce qui a permis un peu l'arrivée de tout ça. L'arrivée des signaux, l'arrivée du control flow, l'arrivée des standalone. Si on n'avait pas Eevee, on n'aurait pas tout ça. Pas de standalone, pas de signaux, pas de control flow. Donc on a cette nouvelle syntaxe qui s'écrit avec un arrobase if. Donc automatiquement elle comprend que si vous êtes sur un IDE, quand vous étiez en version 17, aujourd'hui il n'y a plus de problème. Des fois l'IDE vous ne comprenez pas nativement cette syntaxe, il vous dit attends là t'es en train d'écrire n'importe quoi, là, ça n'existe pas. Maintenant il n'y a plus de problème. Donc vous mettez sur arrobase if, vous allez pouvoir directement faire votre petit else ici, super. Mais là on se dit ok, c'est bien, on gagne juste un peu de lisibilité, ça syntaxe. Non, c'est aussi plus optimisé en fait de faire ça. Donc en fait en arrière-plan c'est plus rapide. Le fait d'utiliser ça plutôt qu'une directive structurée. Il ne le compile pas de la même façon. Il ne le compile pas de la même façon. Et en arrière-plan, ça ne va pas être interprété de la même façon. Donc c'est plus rapide de faire ça. En plus de ça, sur le for, alors je vous ai mis là que le if et le for, mais il faut savoir qu'il y a aussi le switch. Pareil. Donc il y avait à l'époque la directive était switch, il fallait mettre son case, machin. Alors c'était super painful, je crois, personne pratiquement utilisait ce truc-là, mais ça existait. Donc vous avez aussi la même chose avec la même notation, avec le arroba switch, avec les cases. Le for, vous avez automatiquement le track qui devient obligatoire. Donc là, vous ne pouvez pas y échapper. Il vous le dit, c'est obligatoire. Ça pas propre. Ça, on a mis directement tout l'objet. Donc il va traquer sur l'intégralité de l'objet. Généralement, là, on va se dire, on va avoir un petit ID. Donc on va mettre skill.id. Et puis il va traquer directement sur cet ID-là. Ça va permettre de vous améliorer grandement les performances. Mine de rien. Donc ça, c'est vraiment pas anecdotique, pour le coup. Bien évidemment, dans le for, vous avez tous les trucs qui étaient permis par le ngFor. Vous avez les index, le ode, etc. Si vous voulez faire du pair et impair, etc. qui est permis. Ça change pas. Ça, c'est les contrôles flow. Ouais. Une question. Moi, je me mets à la place des anciennes applications avec des anciennes syntaxes. Vraiment terrible à faire. Pour remplacer surtout, j'imagine là. Moi, c'est la question. C'est 1%. Là, c'est 1%. Non, le problème, c'est pas ça. Bon, après, on peut discuter de ça. Tu sais, on est 10, 11, après 11, 12. Vous anticipez sur ce que j'allais dire. Ça. Je veux bien vous anticipez sur ce que j'allais dire. Ça, bien évidemment, vous n'allez pas vous amuser à réécrire tout votre code pour faire ça. Sans Angular, il vous offre une schématique, il le fait tout seul. Voilà, il repasse sur l'intégralité du code de votre application. La schématique est en stable aujourd'hui, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez l'utiliser. Elle n'était pas directe quand elle est sortie au début, mais vous le disiez, c'était en preview. Aujourd'hui, vous pouvez replacer sur l'intégralité de votre code ou sur une portion précise de votre code si vous avez envie qu'il y ait une portion précise. Et il vous transforme ça en ça. Et ça marche. Automatique. Et ça marche. Alors, le track, il va vous faire ça. Oui. C'est déjà bien. Ça, c'est clair. Oui. Il vous traque là-dessus. Avant, vous ne faisiez même pas de track. La plupart, ils l'as testé. Je l'ai testé, ouais. J'ai testé sur un projet complet que j'avais, pour le coup. Ça marche. C'est pas 2-3 classes. Sans erreur. Il m'a rien pété. Ah ouais. Et j'avais, bon, le seul truc qui va te péter, c'est un peu le style. Enfin,
comment on appelle ça, le formatage. Voilà. Oui, c'est ça. Le formatage, la chance que c'est que moi j'ai des règles de SINT et du Prettier qui est fait automatiquement, donc j'ai activé Prettier sur l'ensemble du projet, il est repassé sur tout, il a tout reformaté correctement. Voilà. Ça va vous faire un gros changement sur Git à pusher. mais ça le fait tout seul. Quand tu lances par exemple le build sur Jenkins, c'est beaucoup plus rapide. Le build de l'application, Ouais. alors oui, depuis qu'on est passé à Ivy de toute façon, c'était déjà plus rapide. Et après, le fait de passer à Vite, ça... Alors, en vrai, ça change pas grand-chose, le fait de passer à Vite. Mais c'est pratique, principalement le fait de passer à Ivy. Et après, par la suite, il y a eu des optimisations sur le compilateur qui ont été faites. Parce qu'on va le voir, il y a eu l'abandon de Webpack aussi à un moment. Voilà. Parce que Webpack est très long. Et les warnings, c'est toujours... Voilà, sur la compilation. Et en fait, après, Angular, sur les nouvelles versions, a décidé d'abandonner Webpack. Donc c'est pour ça que les compilations des applications sont beaucoup plus rapides. C'est permis par Vite. Je dis, voilà, Vite a son truc là-dessus. Voilà pour le contrôle flow. Et donc, vous pouvez changer ça automatiquement avec la schématique. Vous n'avez pas besoin de repasser sur l'ensemble de vos fichiers. Ça le fait tout seul. Je crois que ça nettoie même l'import de la directive si vous êtes en standalone et que vous faisiez l'import de ngif directement. Voilà. Parce qu'on pouvait importer directement common module, ça faisait tout. Mais quand on est passé en standalone, généralement on avait l'habitude d'importer direct ngif, ngforce. Je crois que ça fait le nettoyage tout ça. Ah, j'avance un peu. On va parler maintenant des deferrable views. Et deferrable views, c'est quelque chose qui est arrivé en même temps. Donc ça utilise la syntaxe qu'on voit dans le control flow. C'est beau, hein. Donc ici, avec le arrobase, la petite syntaxe toujours avec le arrobase. Et qu'est-ce que ça permet les deferrable views? Ça permet un truc super qu'on voulait en Angular depuis longtemps. Bah, ça permet de déférer le chargement d'un morceau du code de l'application en fonction d'un paramètre. Donc généralement avant pour faire ça on faisait quoi? Bah ça. ngif machin. Puis on mettait un component outlet par exemple pour aller charger le chart component par exemple. Parce qu'on n'avait pas envie qu'il soit directement dans le code, sinon il allait se charger le truc. Et après on était obligé de faire un peu une mécanique de ce style-là. Sans le set timeout, ça c'est pour quand tu exécutes le code, voir vraiment le truc qui se défère. Quoi. Là maintenant on a possibilité de faire ça. Donc on a cette syntaxe. Arrobas défer. Tu mets ici ta condition, when ready. Donc ready là en l'occurrence c'est un signal. Voilà, génial. C'est un signal qui contient false et qui vient ici dans le set timeout, on vient de setter à true au bout de 1500 secondes. Et là automatiquement on a AppChart qui va être lancé, qui va être chargé réellement. C'est-à-dire que si AppChart est un composant qui n'était pas direct dans votre bundle, il va aller chercher même le composant. Il va aller charger en fait son code et tout, de façon totalement dynamique, et il va vous le mettre. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez mettre un placeholder par exemple pendant le chargement. Placeholder, vous allez pouvoir dire, bah attends, je suis en train de te charger quelque chose. Donc ça évite les vieux blinks qu'on a sur les applications. Souvent là, le blink, le truc n'est pas encore chargé, tu vois, et l'utilisateur il comprend pas, il y a un truc blanc et puis d'un coup ça vient. Hein. On peut faire des choses comme ça. Ça c'est arrivé aussi sur cette version 17 pardon. Qu'est-ce qu'on a en plus? On a les inputs et les outputs signaux. Attention, les inputs et les outputs signaux, les outputs surtout je crois, sont arrivés en 17.3. Ils ne sont pas arrivés en 17.17. Ils sont arrivés aussi sur les sous-versions. Les inputs et les outputs signaux, alors concrètement ce que c'est, je ne vous ai pas mis d'exemple, mais je vais vous remettre sur les deferrable views pour voir. En fait au lieu de mettre signal ici, tu mets input. C'est tout. Et automatiquement Angular comprend que c'est un input. Automatiquement quand vous allez mettre le composant dans la vue, vous allez pouvoir mettre votre truc de base avec les crochets là, et mettre le nom. Et ça se met automatiquement. Ça se met dans un signal. Et le fait de pouvoir avoir ça dans un signal, ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser un effet dedans. Et qu'est-ce que ça veut dire? Envoyer le ng unchange. Fini! Vous mettez votre petit effet, vous allez réagir automatiquement au changement de vos inputs signaux. Et ça marche tout seul. Et ça marche encore mieux. Alors là, ça n'est pas dans l'exemple. Mais quand vous êtes en change detection on push, ça marche. Parce que quand on est en change detection on push, les signaux sont compris automatiquement par le commande. Vous n'avez pas besoin de faire des marques for check, vous n'avez pas besoin de faire des bidouilles pour faire en sorte que l'Angular il interprète votre truc, c'est automatique. Donc ça c'est super. Ça c'est pour les inputs et les outputs signaux, les outputs ça se déclare avec output. Voilà. Il y a aussi Input et output. la déclaration de variable. Avec les lettres. Ouais. Alors je ne l'ai pas mis parce que je ne pouvais pas mettre tout. Hein. Vous vous doutez bien que dans les autres versions que je vous ai montrées avant, enfin vous vous doutez peut-être pas, mais je vous le dis, il y a plein de choses qui sont arrivées en plus. Là je vous ai mis vraiment les trucs les plus marquants, les plus chocs qui sont arrivés. Mais effectivement il y a le let par exemple qui est arrivé, on peut déclarer
variable directement dans le template. Alors c'est à utiliser avec parcimonie, parce qu'on peut faire vite n'importe quoi avec ça, mais ça peut être très pratique des fois pour avoir des statuts temporaires. Notamment, bah, on a toujours eu le truc, tu veux faire un composant qui peut se collapse et s'expand, où tu dois garder la valeur du collapse et puis expand. Ça, tu peux le faire avec un let, par exemple. Version 18, on commence à s'approcher de la fin. On a eu quoi? On a eu le nouveau site de documentation et la nouvelle identité visuelle d'Angular qui est arrivée. Bon, c'est pas une grande fonctionnalité, ça change pas grand chose pour les développeurs. Quoique, quand même, le nouveau site de documentation Angular il est quand même beaucoup mieux que l'ancien. Il est super ergonomique, il se présente super bien, pour le coup, donc c'est assez sympa. On a eu l'arrivée des signal query, donc toujours dans le but de transformer de plus en plus les trucs en signaux. Et bien là, on a eu l'arrivée des viewchild, par exemple en signe. Donc à l'époque, on faisait un truc comme ça, viewchild, avec l'annotation en fait, hein, tout simplement. Là maintenant, on peut faire la fonction viewchild. Et ça, à la fin, ça va nous sortir un signal. Donc là, on le voit, c'est un signal de type elementRef. Donc c'est un elementRef HTML qui va aller capturer. On l'a pour viewchildren, bien sûr. Donc quand tu vas avoir le groupe d'éléments. Voilà. Et tu l'as pour container. C'est ça, container. Et tu l'as un peu pour tout en fait. Pour tout ce qui avait des annotations de ce type, qui allait capturer des éléments dans le HTML, on a les fonctions apparentées. Pareil, on a la schématique qui fait la transformation automatiquement vers ça. Donc ça c'est super aussi. On a la schématique qui le fait tout seul. Tu n'as pas besoin de repasser partout, tu exécutes ta schématique, ça va transformer tout en signe. On peut se dire, ok, c'est juste des changements de syntaxe. Mais en fait non, c'est pas des changements de syntaxe. Ça c'est avant tout une préparation vers une fonctionnalité qui va arriver dans la version 19. Je ne spoil pas, je vous la montrerai quand on arrivera sur la slide de la version 19. Mais en fait tout ça est en train de préparer quelque chose. Le fait d'avoir ces input signaux, output signaux, les signaux, d'avoir ces transformations-là, ça va préparer une avancée sur Angular majeure. Je vais vous l'exposer quand on arrivera sur la version 19. Ça c'était pour la signal query. On a plein d'améliorations sur les signaux qui ont été faits. Voilà. On a eu en fait le framework en interne qui a commencé à je sais pas comment on peut dire ça, mais à se mettre aux signaux, voilà, en interne. Donc notamment, je pense par exemple, si vous preniez le Activated Route, pour aller voir les paramètres par exemple de votre route, vous étiez obligé de subscribe parce que c'était un observable à l'époque. Là vous pouvez automatiquement passer aux signaux, à la partie signaux. On a le control flow qui est devenu stable. Attention, sur la version 17, il n'est pas tout à fait stable. Alors, moi personnellement, je l'utilise sur la version 17 d'Angular. J'ai jamais vu de problème. Mais il est passé en version stable officielle en version 18. On va passer à la version 19. Et là, c'est là où tout ce qu'on est en train de voir depuis tout à l'heure, avec l'arrivée de Ivy, les standalone, le control flow, les signaux, la transformation du framework en interne pour aller vers les signaux, et on va dire, oui, c'est vrai, l'abandon progressif de RxJS en interne dans le framework. Il n'est pas désencouragé d'utiliser RxJS. On peut continuer à l'utiliser. Angular n'a pas de souci avec ça. Mais l'arrivée d'une réactivité en interne du framework va emmener un truc super important, c'est rendre optionnel Zone.js. Alors, peut-être certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est Zone.js. Ils se disent, ouais, ok, c'est quoi? Je vois pas trop l'importance. Zone.js, en fait, c'est la petite bibliothèque que vous avez tous dans votre projet Angular, que vous voyez. C'est généralement aussi l'un des seuls polyfills que vous avez aujourd'hui maintenant dans votre fichier polyfill. Et en fait, Zone.js, ça sert à quoi? En fait, ça sert à capturer l'intégralité de tous les changements qui se passent en JavaScript sur votre page. Donc ça sert à capturer les événements. Ça sert à mettre à jour votre vue. C'est Zone.js qui le fait. Si vous enlevez Zone.js de votre projet, il ne marche plus. Il n'y a plus rien qui se passe. Hein. Votre truc, il est mort. Je crois qu'il ne compile même pas d'ailleurs. Angular, il vous dit, je crois qu'il faut ça en avertissement. Et maintenant, quand on a transformé son application en signal, donc en passant que par des signaux, etc. Donc en fait, pour faire simple, c'est que vous avez rendu votre application totalement on-push. Donc vous avez sur tous vos composants, vous avez mis le change detection on-push et que ça fonctionne, vous n'avez pas de problème. Que vos librairies, parce qu'attention, les librairies tierces que vous utilisez Angular, il faut qu'elles soient aussi passées à ça, sinon vous allez avoir des petits problèmes avec. Et vous allez pouvoir enlever Zone.js de votre appli. En 19, attention, c'est pas encore stable, voilà, mais vous pouvez commencer à le faire. Donc vous avez ce petit provider qui va pouvoir se mettre, le Provide Experimental Zone Change Detection. Et ça va vous permettre de pouvoir virer Zone.js de votre application. Le fait de virer Zone.js, ça a quoi comme effet immédiat?
bah, vous vous retrouvez avec un Angular qui est aussi rapide qu'Arrive. En fait, la plus grosse critique qu'on faisait à Angular, c'est ça. C'est lent. C'est pas optimisé. Donc c'est pour ça qu'il y a eu React. Et puis après, il y a eu Svelte qui est arrivé. Parce qu'on s'est dit, on va encore un truc encore plus léger que React. Alors déjà, React, ça rend de la vue, quoi. Ça fait rien d'autre. Et c'est super léger. Il fallait Svelte. Je sais pas, c'est léger. Bah là, avec ça, vous avez une application qui est tout aussi légère, qui est tout aussi rapide, qui est tout aussi réactive. C'est-à-dire les chunks là qu'on voit qui sont en train de charger derrière, ils ont joué sur ça. Ils ont joué sur plein de choses. Alors ils ont joué sur les chunks, mais les chunks c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. C'est quand tu es en lazy loading, tu vas avoir tes petits chunks. Mais après ils ont optimisé tout un tas de choses en interne sur le change detection, donc sur la détection du changement dans l'application. C'est le nerf de la guerre en fait. Identifier qu'il y a une variable qui a changé et rafraîchir son template. C'est le nerf de la guerre des frameworks JavaScript. Parce qu'en fait, ce qui est long dans cette opération-là, c'est de mettre à jour le DOM. C'est d'aller accéder à l'API DOM, l'API DOM qui est une API tout à fait native de JavaScript et d'un navigateur, et d'aller dire, je veux aller changer ça, ici. Alors déjà que ça c'est long, mais si tu fais comme l'ancienne version Angular, où tu viens t'amuser à aller regarder partout, donc requêter le DOM, et puis exécuter tous les changements, là c'est hyper long. Alors hyper long, on est dans le contexte de l'informatique, on est une machine, hein, les gars. C'est pas un humain, hein, qui vient checker le truc. Mais ça reste long. Avec ça, on a plus ce comportement qui se fait. Avec les signaux, on sait immédiatement, c'est ce morceau-là qui a changé. Et Angular, il va venir, il va changer que ça. Il va pas aller changer tous les autres trucs. On s'inspirait de l'architecture de Red Hat. Alors, faire ça. Ils se sont inspirés de Solid à la base et de Svelte, qui a un peu ce comportement. Donc ils sont inspirés de ça. Ils n'ont pas voulu prendre le mécanisme de React parce que React, lui, se base sur la notion de virtual DOM. Donc il va aller prendre un DOM, il va le copier en mémoire, il va aller faire tous ses changements en mémoire, et il va venir faire un truc tout simple, c'est bam, je viens remplacer tout le DOM d'un coup. Donc il va dire au DOM, prends body, on va dire, et remplace tout. Là, ils n'ont pas fait ça. Ils ont fait vraiment du fin. Voilà. Je vais aller remplacer l'élément, mais je vais aller remplacer l'élément que quand il a changé. Je ne vais pas aller le remplacer. Je ne vais pas aller regarder tous les éléments. Je ne vais pas faire le dirty checking. C'est ce que faisait Angular avant, ils faisaient un dirty checking. Et checker tout. Alors, c'est les mêmes performances aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à peu près sur les mêmes performances entre les deux. Parce que c'est quand même très optimisé aussi de dire je vais aller voir un truc en mémoire vive, le changer, puis après le mettre. C'est aussi très optimisé. Là, l'avantage, elle est sur la rapidité, mais pas que. Les signaux, en fait, ça offre tout un tas de choses. L'API signal, en fait, dans Angular, qui fait que même pour l'expérience de dev, c'est beaucoup. C'est des signaux. C'est vraiment comme ce qu'on faisait en RxJS, mais en encore plus boosté, en plus intégré dans le framework. Parce que même les objets du framework qu'on va utiliser, bah, eux-mêmes, c'est des signaux qu'on va pouvoir prendre. Donc en fait, c'est vraiment beaucoup plus optimisé. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre qui est arrivé sur cette version 19? On va commencer à s'approcher de la fin. Alors déjà, on a eu les signaux et l'interopérabilité avec RxJS. Ce que je l'ai dit, hein, Angular n'a pas dit on abandonne RxJS, on n'en veut plus, etc. C'est pas le but. Alors ça a fait une grosse polémique hein, sur Twitter, tout ça, bien évidemment, quand il y a eu ces waouh, RxJS, on va devoir abandonner ça. Mais toutes nos applications, il y a du RxJS partout. Comment on va faire? On peut garder RxJS sur l'application, c'est pas grave. Et ils ont créé même une façon de rendre les deux systèmes interopérables. Donc en fait, on a cette petite méthode toSignal qui va permettre de automatiquement convertir un observable en signal. Et on a l'inverse qui est vrai, donc c'est tout observable. Voilà. Qui va permettre de convertir un signal en observable. C'est quoi l'intérêt d'utiliser des technologies qui n'empêchent pas... Alors, parce que quand même, on a des trucs en RxJS qui sont vraiment pas mal. C'est ce qu'on a dans l'exemple ici. C'est tous les opérateurs. Mais en fait, il n'y a pas besoin dans les signaux. Parce que les opérateurs, tu vas pouvoir faire directement des méthodes JavaScript dessus. Les maps là et compagnie. Pourquoi recoder ça alors qu'en JavaScript, tu l'as déjà, la fonctionnalité? En fait, tu n'as pas besoin. Parce que tu ne vas pas utiliser la même méthode, tu ne vas pas faire un subscribe. Et donc, vu que tu ne fais pas un subscribe, bah, tu n'as pas besoin de venir chaîner un pipe en fait, pour pouvoir transformer ton observable avant de le recevoir dans le subscribe. Là, tu vas passer par un effect, ou tu vas passer par un compute. Et c'est à l'intérieur de ton compute ou de ton effect que tu vas faire automatiquement tes opérations de transformation. Donc en fait, la logique est un peu différente entre les signaux et les observables. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pris le choix de faire comme RxJS. Ça n'aurait pas été super malin à mon avis. C'est de faire toute une panoplie d'opérateurs que tu vas mettre dans ton truc.
Les signaux, ils ont voulu garder ça extrêmement light. Il y a vraiment 3-4 trucs à apprendre et puis c'est fini. Et après, c'est juste un mindset à changer. Alors, donc il y a eu cette arrivée-là, l'interopérabilité, avec ces méthodes. On a aussi eu l'API ressources. L'API ressources, c'est quoi? Toujours pareil, hein, dans le fait de rendre de plus en plus orienté vers les signaux. Ils se sont dit, tiens, ça pourrait être pas mal de faire des signaux quand même pour les appels HTTP. Ça pourrait être cool. Et en plus, en améliorant le truc en même temps. Parce que si c'est juste pour remplacer le 10.http.get.post, .machin par autre chose, bon, voilà. Là, ils se sont dit, il y a plein de trucs qu'on fait souvent quand on appelle des appels HTTP, quand on fait des appels HTTP, et qu'on réécrit tout le temps. C'est de vérifier, est-ce que le truc est en chargement, loading, est-ce que ça a été chargé correctement, est-ce qu'il y a eu des erreurs. Ça, on le refait tout le temps, cette logique-là. Généralement, les mecs, à la fin, ils finissent par encapsuler ça, ils font un cru de service qui fait le truc. Voilà. Bon. Là, ils ont fait un truc qui s'appelle l'API ressources. Et l'API ressources, c'est quoi? C'est ce qu'on voit en dessous. Alors ici, c'est du template flow, qu'on a vu tout à l'heure, enfin du control flow, qu'on a vu tout à l'heure. Et ici, c'est l'API ressources. Donc là, ressources, avec un petit type ENI qu'il ne faut surtout pas faire, bien sûr. Ici, on va mettre les paramètres d'entrée que prenne notre appel. ID qu'on voit ici, c'est un signal qui a été pris en entrée. Donc ça va, à chaque fois que ID va changer, on va pouvoir opérer quelque chose dessus. C'est intéressant là. On commence à voir de plus en plus... Exactement, on va voir, tu vois, de plus en plus, ça devient de plus en plus fin. Là, c'est l'API de loading, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Donc là, je fais un fetch directement. Donc un fetch, c'est le truc natif, JavaScript, pour aller requêter. Donc ça renvoie une promesse. Lui, il le comprend automatiquement. On va pouvoir mettre ici un petit apport signal aussi, pour pouvoir automatiquement en fait killer l'appel si on en a besoin. Donc là, on retourne en JSON, voilà. Bon. Et à la fin, on va pouvoir utiliser notre API ressource, donc le résultat de cette API, de la façon suivante. Comment.isLoading, par exemple, et automatiquement, ça va te dire est-ce que c'est en train de charger. Donc on va avoir ce bloc de code qui va se mettre si il y a un requêtage qui est en cours. Là, si on a des erreurs, on fait comment.error. Ce sont directement des méthodes qu'on n'a pas écrites. Elles sont offertes par l'API ressource. Et on va pouvoir afficher l'erreur, s'il y en a. Et sinon, on va pouvoir faire asValue. Il y a une valeur. Ouais. Et donc on l'affiche en faisant .value. Et là, il va afficher en one shot ou un par un? Alors, il va afficher... Là, vu que c'est de la promesse en un plan, ça affiche un par un. Enfin, en one shot, pardon. Tout d'un coup. C'est une promesse, donc là... Donc il attend le tout. Ouais, il attend le tout. Ouais, tout à fait. Il peut aussi afficher un par un. Alors... Si on change d'attitude... Oui. Oui, sur Angular 1. On a la gestion des streams. Des streams de données. Donc par exemple, quand tu fais du WebSocket, tu peux le faire avec l'API ressources en Angular 1. Un peu. Mais oui, tu peux le faire. Et là, tu vois, tu as ton petit bouton là. Reload. Reload, ça va juste rappeler le web service en fait. Automatiquement. T'as rien à faire. T'as pas besoin d'aller écrire ta méthode, d'aller appeler la méthode et puis de faire ton subscribe et puis machin. Non. Automatique. C'est une fonction qui est automatiquement offerte par l'API ressource et qui permet d'aller reloader automatiquement la ressource. Donc en fait, on a orienté les appels HTTP vers une ressource. Ça devient une ressource que l'application consomme. Et pour gérer cette ressource, on a besoin de choses pour la gérer. L'API ressource le fait. Pour nous. Automatiquement. Pas rien à faire. Tout seul. Ça, c'est ce qui différencie Angular de React. Angular, ils veulent offrir une solution clé en main. Tu as tout à l'intérieur. Si tu veux faire des appels HTTP, c'est offert par le framework. Et ils t'offrent toutes les techniques pour le faire correctement. Arrivé en version 19, et comme je le disais, amélioré en version 20. Donc en version 20, on est en 2025. Là, il y a quelques semaines en arrière. Donc c'est elle est toute récente, la version 20, elle vient de sortir. On a vraiment le peaufinage de la réactivité. Donc des signaux, en fait, ça continue à s'améliorer, les signaux. L'API ressource s'est améliorée. On a l'amélioration du zoneless. Donc là, on peut vraiment passer en zoneless maintenant. Voilà. Moyennant le fait d'avoir de librairies tierces Angular qui elles-mêmes y passent à ça. Attention, toujours pareil. Donc là, on peut, provide zoneless change detection. On peut mettre le provide browser global error listener. Ça, c'est super utile quand on fait du SSR. Donc ils ont amélioré la partie server-side rendering quand on est en zoneless. Aussi, c'était une brique qui était importante pour ceux qui en font. Et là, on en arrive enfin à la clôture du cycle vie. En fait, ces 10 dernières versions, de la 10 à la 20,
Et ben en fait c'était tout le cycle Eevee. C'est je suis venu mettre Eevee qui est la brique qui a permis la transformation d'Angular, la renaissance du framework, son évolution vers un framework moderne. C'est-à-dire qu'Angular c'était le passage au framework moderne. On a abandonné AngularJS pour passer à quelque chose de plus moderne. Mais en vrai c'était pas complet. C'est vraiment avec Eevee qu'on a réussi à rendre la possibilité de faire le futur sur Angular. Le futur du code qu'on va avoir. Et bah c'est 20 vraiment qui vient un peu clôturer ce cycle. Voilà, maintenant on va commencer à rentrer sur de l'amélioration. Là on est en run, on peut utiliser des signaux, faire du zoneless. On est vraiment sur du run applicatif maintenant. La suite ça va être de l'amélioration. De l'amélioration de toutes ces techniques-là, des rajouts de nouvelles fonctionnalités. Mais cette grosse transformation en profondeur, pour changer vraiment le cœur du framework et pour l'orienter, voilà, commencer à se faire. Chaque an. Une version par an, c'est ça votre... Pas une version par an, on va continuer sur une version tous les 6 mois. Mais le cycle ne va pas changer de version. Mais en tout cas, voilà, on est vraiment arrivé sur cette fin de cycle Eevee où vraiment on a voulu apporter tout ça, toute cette nouvelle façon de faire en Angular. C'est fini avec là. On en a fini là pour ce talk. C'était long, mais c'était important de vous donner quand même ces principales fonctionnalités. Il y en a plein, c'est pas exhaustif, tout ce que je vous ai montré, il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées en plus, mais c'était pas le but parce que sinon on en aurait eu pour des heures et des heures de talk, c'était pas l'objectif. Merci de m'avoir écouté, et maintenant je vous laisse la place pour les questions qui vous restent. Vous en avez déjà eu pendant la présentation, c'est à vous. Une question de base. Ouais. Les navigateurs, est-ce qu'elles suivent cette évolution? Ils n'ont pas besoin de le suivre. Ils n'ont pas besoin de le suivre parce que c'est Angular qui se charge. Alors bien évidemment, si tu veux faire tourner sur IE, c'est fini. C'est bon. IE 11, je crois, alors je n'ai pas mis la blague, mais ça faisait beaucoup de blagues après dans le talk, mais je crois que c'est Angular 12 ou 13, l'abandon du support de IE 11. À partir de là, c'est fini. C'est 11. Voilà. On ne peut plus l'exécuter. Là, c'est terminé. Donc, sur les navigateurs modernes, Chrome, Edge, Chromium, Mozilla Firefox, Opera Chromium si tu as envie aussi. Safari, tout à fait. Il n'y a aucun souci. Tout ça est compatible parce que ça n'utilise que des choses JavaScript tout à fait standard. À la fin, ça c'est... alors, anciennement, c'était Webpack et Babel hein, qui vous assurait ça. Donc, ils transformaient dans le but... C'est pour ça que vous voyez généralement dans votre code ES5 et dans le fichier TypeScript, vous voyez vers quelle cible vous vouliez compiler. Quelle était la cible du langage que vous vouliez compiler JavaScript. Donc ça permettait d'assurer la compatibilité avec les navigateurs. D'ailleurs, c'est fini, hein, le fichier browser list qu'on avait en Angular, ça ne s'utilise plus, c'est terminé. Ça, c'était une mauvaise idée en Angular. Mis ce truc-là. Pas ouf comme idée, mais globalement, ça n'a plus besoin. C'est automatiquement compatible sur les navigateurs modernes, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, tous les anciens dinosaures qui étaient sur XP, c'est fini. Là, il y a eu une adoption massive de Windows 10, à minima. Même Windows 7 et tout, on l'a réussi à les tuer. Et Windows 8 aussi. Donc là, sur Windows 10, on n'a que des navigateurs modernes, donc tout ça est compatible. Il n'y a pas de problème. Et pour la migration, ouais. Imaginons que tu es sur la version 12. Pour arriver en version, c'est-à-dire l'objectif, en fait, la différence maintenant, c'est après 15. Ouais. C'est là où réellement il y a une grosse... tout à fait. Après la 15, on arrive à les standalone. En sachant qu'encore une fois, les standalone, vous avez une schématique pour migrants standalone si vous voulez aussi. Donc voilà. Angular, c'est quand même assuré pour ne pas reproduire les déboires de AngularJS à Angular, qu'on est passé, où là tu devais recoder ton application. Et ils ont essayé de faire des trucs. Hein. Ils ont essayé de faire des bidouilles qui vont transformer le code. Ça marche pas. Faut pas l'utiliser. Ça, je t'ai dit tout à l'heure que ça marche. Oui, c'est ça. Je sais bien, parce que les anciens qui ont connu ça, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. C'est une catastrophe ce truc-là. C'était une catastrophe. Là, les schematics se focalisent que sur une seule fonctionnalité bien précise, chaque schématique, et vont le faire très bien parce que c'est que ça. Ça va pas essayer de tout migrer dans l'application, c'est pas possible. Ça, on sait que ça marche pas, on sait que ça va pas se cadencer correctement, ça va être un bordel. Là, les schematics que Angular sortent, en fait, pour faciliter ces migrations, ne se focalisent que sur une seule fonctionnalité. Je veux passer en contrôle flow. Je vais remplacer mes NGIF, mes NGFOR, mes NGSwitch dans mon application par du @if, @for, @switch. Ça le fait très bien, c'est très simple à le faire. Voilà. Pareil, je veux passer en standalone. Bon, lui, il sait ce dont tu as besoin. Il va aller lire ton NG-module, il va voir le NG-module qui est associé, il va te faire ton truc automatiquement. Tu auras peut-être quelques ajustements à faire, mais
ça se fera bien. Pour optimiser notamment les imports que tu fais. Après, si tu as un bon ESLint plugué et un bon Prettier qui vient te nettoyer les imports qui ne sont pas utilisés, etc., normalement, tu as tout qui se fait en deux tours. Oui, mais attends, ce qu'on voit ici, au début de Angular, de plus, on parlait de l'architecture modulaire. Donc maintenant, on ne parle plus de l'architecture modulaire. Si. Alors, les modules, déjà, il faut savoir que c'est une fonctionnalité qui ne disparaît pas. Tu peux toujours faire des modules. Un J-module, il va rester. Ouais, tu peux toujours faire des modules, il n'y a pas de problème. On ne peut plus parler d'une architecture modulaire, Si. puisque je peux éliminer. Mais c'est une architecture modulaire granulaire. C'est comme les signaux. Les signaux, c'est de la réalité granulaire. Donc le but, c'est d'aller le plus finement possible. Donc avant, on avait un rocher là, mais moi j'ai envie d'avoir un grain de sable. Je pouvais pas le faire. Ou alors si, je pouvais le faire, mais en fait c'était un rocher qui venait mettre un grain de sable à l'intérieur. Granulaire même dans le cycle de vie, par exemple. Granulaire dans tout. CI/CD, tu peux déployer en continu, ça change Ah, le comportement. alors, Enfin, je me permets quand même, Ouais, parce que bien sûr. moi qui viens d'un autre monde, Ouais. j'aurais aimé avoir plutôt cette vision de déploiement, comment c'est fait. alors, je vais finir de répondre à la question et je te réponds juste après. Ok. Donc en tout cas, ça devient totalement granulaire. Les modules peuvent être utilisés si tu as vraiment besoin d'avoir le chargement complet en fait, de toute une partie de ton application, de plusieurs composants. Tu peux utiliser un module, il n'y a pas de problème. C'est même souvent fait pour les librairies. Quand tu as envie de produire toi-même, d'être producteur de librairie et de le faire, il y a encore beaucoup de librairies qui font des modules. Voilà, parce que tu veux importer tout ça. Avec des projets qui seraient pas des projets fonctionnels, j'aurais plus besoin de faire des modules, je vais faire des modes standalone. Bien sûr. Tu vas faire des composants standalone. Parce que très souvent, en fait, ton application, c'est quoi? Une page, c'est quoi ton application? Une page, c'est un composant intelligent Il y a deux, trois qui va importer tout un tas de composants bêtes derrière. Ça, c'est l'architecture que promeut Angular depuis très longtemps déjà. C'est Dumb Component, Smart Component. Bon. Donc globalement, le Smart Component, c'est le composant standalone classique qui va être chargé, lazy loadé dans ton routing. Et lui-même, il va importer tout un tas de composants bêtes, qui eux-mêmes importent d'autres composants possiblement, ou des directives, ou des vues. C'est comme ça. Donc en fait, la modularité, elle est pareille. Sauf qu'en fait, elle se fait plus finement. Et si tu as envie de faire encore un gros rocher, tu peux le faire. C'est tout à fait possible. Donc l'un ne remplace pas l'autre, encore une fois. C'est pour des use cases différents. Mais là, on enlève l'un des gros use cases des modules, qui était le use case principal des modules. Hein. Parce que les modules, avant tout, c'était pour regrouper des parcelles d'application ensemble, de façon très souvent fonctionnelle. C'était l'objectif. Mais avant tout, le but d'un module, c'était de faire du lazy loading. Les étapes, en fait, entre les composants, c'est ça qui... Alors, non, pas forcément. Parce que tu pouvais déjà mettre un service que tu partageais, etc. Le but, c'était vraiment de faire du lazy loading. Tu venais lazy loader en module dans ton application. Donc en fait, tu faisais en sorte de couper ton application en chunks, on parlait des chunks tout à l'heure, et en fait d'aller charger que les chunks qui étaient nécessaires. Et le chunk, c'était un module. Bon, aujourd'hui, ça, c'est plus quelque chose qui est afférent au module. Maintenant, tu peux le faire directement sur un composant. Donc on est venu extraire cette fonctionnalité majeure qui justifiait l'existence des modules à l'époque pour la mettre au niveau le plus fin d'une application Angular qui est le component, qui est vraiment la brique là. Alors la plus fine, c'est la directive, mais c'est pareil, c'est le composant. C'est un style particulier de directive, le composant final. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de réduire au maximum, et les modules peuvent toujours être utilisés pour ce qu'indique leur nom, c'est faire un module, qui va regrouper plein de trucs ensemble. Pour répondre sur la partie DevOps. Alors, sur la partie DevOps, Angular a fait des optimes, bien sûr, sur la façon de compiler, sur la production du bundle à la fin, sur le fait de faire en sorte que le bundle soit le plus petit possible, et sur le fait que le bundle ne contienne à la fin que les parcelles de code qui sont essentielles à l'application. Parce qu'à l'époque, en Angular, quand tu compilais ton appli, tu te retrouvais avec l'intégralité des dépendances qui étaient chargées à l'intérieur. Que tu les utilises ou que tu les utilises pas, dans le doute, on va les prendre. De toute façon, on n'a pas de façon de savoir si tu les utilises ou pas. En fait, on est obligé de tout prendre. Comme ça, dans le doute, ça marche. Ça, c'était pas terrible hein, comme de fonctionnement. Donc, Eevee a beaucoup optimisé la partie tree checking. Voilà. Donc, les tree checking, encore une fois, qu'est-ce que c'est? C'est le but de venir élaguer. C'est vraiment ce que veut dire tree checking. Hein. Tu viens élaguer l'arbre des dépendances en ne gardant que ce qui est utilisé au sein de l'application. Donc, que ce qui a été importé dans ton code. Donc, même les librairies qui sont tree checkable, généralement, tu vas le voir direct. Dans l'import, là, tu vas avoir un slash quelque chose. Tu vas importer, je sais pas, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais on va dire bootstrap slash modal.
Tu vas venir importer que la modale de Bootstrap. Donc si tu n'utilises pas le tabs de Bootstrap, le tableau de Bootstrap, etc., bah, le compilateur il va le jeter automatiquement. Ça c'est super. Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus pour la CI/CD? Alors déjà, le cas du Docker par exemple, parce que c'est comme ça que j'imagine en application. alors c'est pas propre à Angular ça en soi, ça va dépendre aussi de ce que tu vas utiliser, mais par exemple déjà tu peux faire, si tu utilises NPM, mais faire un NPM CI pour les dépendances. Parce que les moteurs de gestion de dépendances, que sont NPM ou que sont Yarn par exemple, PNPM, et bah en fait ils ont travaillé sur la mise en cache des packages. Donc pour éviter d'aller browser internet en entier, c'est ce qu'on disait à l'époque, hein, t'importais tout internet quand tu faisais un npm install de quelque chose, parce que c'est l'objectif. npm install, tu vas venir installer un truc, mais qui lui-même a des dépendances, qui elles-mêmes ont des dépendances, qui elles-mêmes ont des dépendances. Et le but de npm, c'est de rationaliser tout ça. Donc c'est de s'assurer que toutes les dépendances ont bien été chargées. Mais à la fin, ça se trouve, tu vas, pour un truc, importer 50 000 bibliothèques différentes. Ils ont beaucoup travaillé sur la mise en cache, donc ça améliore grandement les performances en CI de l'installation des dépendances. Angular a travaillé, comme je le disais, sur l'optimisation. Après, sur toute la partie, près de la vue de New York, sur toute la partie mise sur Docker ou quoi que ce soit, c'est pas des choses qui dépendent à proprement parler d'Angular. Donc ça va rester du domaine du DevOps. Eux, à la fin, ils te fournissent un binaire, enfin un binaire, c'est pas du binaire, mais c'est un package en fait qui va contenir des fichiers JS, des fichiers HTML, etc. Toi, tu prends ce truc-là et t'en fais ce que tu veux. Ça, c'est out of the box, utilisable directement par le navigateur, voilà, tel quel, c'est-à-dire tu fous là, tu appelles ton index.html dans ton navigateur, ça marche, voilà, ça va faire le travail. Donc en fait, tu as juste à prendre ça et après le packager comme tu veux. Donc si tu as envie de le mettre sur un Docker, tu le mets sur un Docker, si tu as envie de le mettre directement sur un répertoire associé à un serveur Nginx ou un serveur Apache, ça fonctionne aussi. Donc ils ont rendu le truc le plus simple possible en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Ouais. En fait, on a parlé tout à l'heure que le fait qu'Angular est modulaire, ça favorise le lazy loading et en plus de faire en sorte que notre application soit limitée en chaque et tout. Là, la modularisation et les divisions en chaque, normalement, ce serait la responsabilité de notre vendeur dans l'application. Comme par exemple au Webpack 5 ou Vite. Est-ce que dans Angular, parce qu'on installe, voilà, normalement Angular il fonctionne aussi avec Vite, est-ce que ce serait cette partie-là, en spécificité, ce serait pris en compte par Angular ou par Vite par exemple? Alors, ok. Effectivement, à l'époque, quand on était encore sur Webpack et qu'Angular utilisait Webpack, le module qui se chargeait de faire le lazy loading, alors c'était Angular qui coupait, en fait, pour remettre les cases bien en face. Ouais. On déclarait dans le routing d'Angular notre lazy loading. À la compilation, Webpack venait séparer, quand le projet était en phase de compilation, le projet en morceaux qui correspondaient aux instructions qu'on avait données dans le lazy loading dans le routing de Angular. Et après, on injectait un petit module Webpack. Là, tu le voyais, hein, parce qu'il y avait vraiment écrit Webpack. Dans l'application Angular, et c'est lui qui se chargeait, lorsqu'on accédait à une route bien précise qui était lazy loadée, d'aller charger, d'aller faire l'appel HTTP vers le serveur où est déployée notre application Angular, pour aller charger le chunk correspondant à ce qu'on avait. D'ailleurs, ça donnait des trucs très sympas, c'est que quand tu avais ton application qui était en cache et que tu redéployais une autre application, généralement, tu sais, tu as un petit numéro qui est mis après le chunk, pour éviter que les chunks viennent s'écraser les uns les autres. Ouais, c'est ça. Les chunks, si tu nettoyais ton serveur, comme on le fait en DevOps, généralement tu nettoies l'intégralité de ce qu'il y avait avant et tu viens recopier l'application. Là, tu te retrouves avec ton application, quand tu as accédé sans avoir rechargé ton appli ou qu'elle était encore en cache, en disant le chunk dans la console, le chunk Intel n'existe pas. J'essaie de le charger, mais là ça marche pas. J'ai un 404 quoi, sur le chunk. C'est parce que voilà, ça avait changé de nom, c'est plus le même hash qui a été mis après, le nom du chunk, donc ça vient. Pour revenir à la question, aujourd'hui, qui fait ça? Maintenant qu'on a plus Webpack, bah en fait c'est directement Angular qui s'en charge. Donc en fait tu as le module à l'intérieur qui vient aller charger le chunk, c'est toujours le même comportement au final, c'est toujours pareil, mais c'est Angular qui va venir charger en fait le chunk en question et venir l'intégrer dans le code. C'est pas grave. Il y a toujours un petit module à l'intérieur qui est mis et qui va aller, en fonction des instructions de routing, charger le chunk correspondant et venir le mettre dans ton application. Donc ça fonctionne tout à fait de la même façon, pratiquement.
c'est plus Webpack qui le fait quand tu appuies Webpack dans ton. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière question. Ouais. Je reviens sur les stades de version. Donc, comme une version 14. Ouais. Donc, je vais passer à la 15. Je vais faire un 16. Est-ce que tu vas le faire ou pas? Ça peut être dangereux pour ce que tu fais tous les jours. C'est un changement radical que ce soit pour les devs. Car s'ils ne vont pas comprendre la notion du signal, on peut avoir n'importe quoi sur l'application. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas pour minimiser les dégâts? Alors je vais répondre à cette question parce que c'est une question qui est très récurrente et c'est important et c'est bien qu'on finisse par cette question pour le coup. Parce que c'est quelque chose qu'on se pose très souvent sur un projet. Beaucoup de développeurs ont encore le traumatisme de AngularJS à Angular. Je comprends. Moi je passe par là. C'est plus pareil aujourd'hui. Angular il s'assure de ne pas casser ce qui se fait précédemment. Alors, ils l'ont fait avec Eevee, mais c'est parce qu'en fait le Vue Engine, à part les créateurs de librairies, personne pratiquement utilisait ce truc pour manipuler directement l'application. C'était très rare de le faire. S'il y avait de la manipulation directe de cette façon-là, les gens qui migraient, ils le savaient immédiatement et ils faisaient le changement. Ils le savaient. Ils ne pouvaient pas ignorer qu'ils faisaient ce genre de truc dans l'application. Ils le savaient, donc ils faisaient le changement. Mais globalement, tu peux tout à fait passer de la version 14 ou de la version 13 pour être avant les standalone Ouais, c'est ça. à la version 16 par exemple, sans utiliser les standalone. Et actuellement 13, 16. Bien sûr. Tu passes pas par 14, 15. Non. Moi j'ai déjà fait des migrations de 13 à 16. J'ai même fait une migration là récemment de la 13 à la 17.